« 27 août 1933, Prusse orientale. Hitler et Göring, anciens combattants de 14-18, rendent hommage au maréchal von Hindenburg dans le cadre démesuré du monument à la bataille de Tannenberg. Hitler dit « Tannenberg est un symbole. C'est là, en 1914, que s'est joué le destin de l'Allemagne. » Pour Hindenburg, Tannenberg a été 20 ans plus tôt le moment le plus important de son existence et de la Première Guerre mondiale. Des millions d'hommes ont été jetés dans l'engrenage de la guerre, qui sera courte et glorieuse, comme l'ont promis généraux et chefs d'État. Comment ces mots deviennent enlisement et peur. La peur, celle des populations civiles. En France, devant l'avance des Allemands, les Parisiens se ruent sur les banques. Beaucoup s'enfuient en prenant d'assaut les gares. La famille Ferrari est restée à l'Étang-la-Ville près de Paris. Premières images du quotidien du début de la guerre. Le grand-père esquisse un salut militaire. Il a confiance dans l'armée française. Les enfants se préparent à la rentrée des classes. La circulaire du ministre de l'Instruction publique du 7 août 1914 dit « La leçon doit donner les causes de la guerre, l'agression sans excuse qui l'a déchaînée, et comment la France, éternel champion du progrès et du droit, a dû se dresser encore avec des alliés valeureux pour repousser l'assaut des barbares. » Des milliers de réfugiés de Belgique, du nord de la France ou de Champagne fuient devant les Allemands. La guerre jette les familles hors de leur foyer, hors de leur vie. C'est le même affolement au nord de l'Allemagne, en Prusse orientale, envahie par les Russes. Ils pillent et ils violent. La rumeur enfle. La propagande allemande montre dans les cinémas le russe violeur, un thème qui sera longtemps exploité. Mais l'avance des Russes est en bon ordre. Ils mettent en œuvre leur plan stratégique. Ils tiennent leurs engagements envers leurs alliés français, soulagés par ce nouveau front. Ce qui est appelé alors le rouleau compresseur russe, 2 armées du tsar, 400 000 hommes, peuvent menacer Berlin. Des Russes, écrasés par le tsarisme et la religion, chantent l'adieu au pays. Ces soldats russes, prêts à défendre leur patrie, ne comprennent pas pourquoi on leur fait marcher des centaines de kilomètres et franchir la frontière. Ce sont surtout des paysans. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire.
Ils n'ont pas laissé de témoignages. Dans son livre, Août 14, Solzhenitsyn les décrira bien. Le régiment est comme un village, l'officier une sorte de châtelain, et tant que le repas, la messe et la vodka sont assurés, ils n'ont pas peur des balles. À partir du 20 août 1914, l'armée russe progresse en Prusse orientale et semble invincible. Comme les civils, la 8e armée allemande est en retraite. Son chef est remplacé par le général von Hindenburg, 67 ans, qui se fait filmer pour rassurer l'opinion avec l'empereur allemand, Guillaume II. Hindenburg sera secondé par le général Ludendorff, 47 ans, qui vient de s'illustrer dans la campagne de Belgique. Hindenburg et Ludendorff impressionnent par leur sang-froid. Ils se complètent parfaitement. Hindenburg dit « C'est un mariage heureux ». Hindenburg et Ludendorff sont conscients de leur infériorité numérique. Ils n'ont que 200 000 hommes, 2 fois moins que les Russes, mais leur matériel est supérieur et leurs moyens de transport, modernes et rapides, sont utilisés brillamment. Le moral de leurs soldats est élevé. Ils sont pour beaucoup originaires de Prusse orientale. Ils défendent leur terre. Ludendorff utilise les grands dirigeables du comte Zeppelin. Ces monstres de l'air gonflés à l'hydrogène permettent d'observer les mouvements de l'ennemi. Les Allemands transmettent une information capitale. Les 2 armées russes sont trop éloignées pour se prêter main forte. C'est le moment de les attaquer l'une après l'autre, en commençant par celle du général Samsonov, déjà proche de Tannenberg. En 3 jours, les Allemands font 90 000 prisonniers. 30 000 Russes ont été tués ou blessés. Le général Samsonov dit à ses officiers « Le tsar avait confiance en moi. Comment pourrais-je le regarder de nouveau dans les yeux ?» Il se tire une balle dans la tête. L'autre armée est battue à son tour. Cette défaite des Russes est durement ressentie par leurs alliés français et anglais qui cherchent à la dissimuler. Les réfugiés allemands de Prusse orientale retrouvent leur village, mais rarement leur maison. Leur destin a ébranlé le moral des Allemands. Pour les réconforter, l'armée fait filmer les soldats survivants. Ils ont triple ration. 10 000 de leurs camarades sont morts. Hindenburg est fait maréchal. Il devient héros national. Pas Ludendorff, pourtant l'architecte du succès. Mais Hindenburg dit « Si les choses avaient tourné autrement, c'est mon nom qui serait resté le plus détesté d'Allemagne. » Au quartier général russe, le tsar Nicolas II, dans son train spécial camouflé dans une forêt de bouleaux, retrouve son oncle, le commandant en chef de ses armées, le grand-duc Nicolas. Géant autoritaire, le grand-duc relativise le désastre de Tannenberg. Pour lui, le véritable ennemi, c'est l'Empire austro-hongrois.
il dit. C'est de l'Autriche qu'est partie la guerre. La route de Berlin passe par l'Autriche. Les Russes parviennent à conquérir la province alors autrichienne de Galicie et la ville de Lemberg. L'avant-garde de cavaliers cosaques avance de 200 km. Les Autrichiens perdent 400 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers. Ces prisonniers représentent bien les peuples slaves de l'Empire austro-hongrois comme les Tchèques, les Slovaques, les Croates ou les Bosniaques. La propagande russe montre un prisonnier austro-hongrois fraternisant avec un soldat russe. Ce sont deux Slaves, sous deux uniformes ennemis. C'est pour cela qu'ils sont filmés. Les Russes montrent leur volonté de rassembler les Slaves. Ce sourire de satisfaction de Nicolas II après sa première victoire masque la perte de 200 000 Russes en 3 semaines de guerre. À l'ouest, sur 600 km de front, 7 armées allemandes, 2 millions d'hommes, envahissent la France. La première armée du général von Kluck franchit la Somme, un fleuve important pour la défense de la capitale. Les officiers allemands répètent à leurs hommes: la victoire est proche, et ce qui vous attend, c'est l'entrée triomphale dans Paris. Les fantassins allemands marchent depuis 400 km, depuis leur dur combat de Belgique début août 14. Le commandant du régiment de Brandebourg leur dit: il ne faut pas laisser de répit à l'ennemi. La sueur épargne le sang. Les Français ont reculé en se battant sans arrêt. Ils n'en peuvent plus. Il fait une chaleur épouvantable. C'est le plus bel été depuis le début du siècle. Rares sont ceux qui ont pu se laver, ni même se déchausser depuis un mois. Les chevaux saignent. Les selles sont rarement enlevées. Mais c'est une retraite maîtrisée des Français et des Anglais. Le régiment du Gloucestershire, débarqué au Havre le 13 août, a fait 300 km à pied. Il est rassemblé pour entendre le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, le maréchal Sir John French, expliquer que la situation est grave. La France entière est en prière. Chaque belligérant met l'Église de son côté. Que Dieu protège la France. Les troupes des colonies françaises vont-elles la sauver? Depuis leur débarquement à Fréjus, les Africains remontent vers le nord. Beaucoup marchent pieds nus. Ils ne supportent pas les gros godillots de l'armée. Avant leur arrivée, un député s'est inquiété. Ni le climat ni la nourriture de la France ne leur conviennent. Un général l'a rassuré. Ils sont disciplinés, forts et dévoués à leur chef. L'un de ces tirailleurs sénégalais porte la chaise longue de son capitaine. Autour de Paris, la défense s'organise avec tous les moyens possibles.
C'est alors que le 2 septembre 1914, des aviateurs français rentrent d'une reconnaissance au-dessus de l'ennemi. Ils ont repéré un changement de direction des Allemands. Au lieu de foncer sur Paris, les Allemands obliquent pour encercler l'armée française en s'exposant à une attaque des Français et des Anglais sur la Marne. Chargé de la défense de Paris, le général Gallieni donne l'ordre de transporter d'urgence vers la Marne 6000 hommes de la garnison en utilisant les taxis parisiens. Une grande opération de propagande. Le gouvernement les fait filmer pour remonter le moral des Français et les taxis de la Marne deviennent les sauveurs de Paris, alors que leur importance dans la bataille est minime. Le quai s'en va, le flou d'un flacon, ma pièce est folie en tête, et lorsque j'étais pompette, je me brisais une folle chanson, mais le bruit d'un chanteur qui me faisait battre le cœur. Ils ne transportent qu'une infime partie du million de Français qui se préparent à la bataille et qui ont avec eux 100 000 Britanniques. Le commandant en chef français est le général Joseph Joffre, 62 ans. Il fait lire par tous ses officiers un ordre du jour à ses soldats qui montent au front le 6 septembre 1914. Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Aucune défaillance ne pourra être tolérée. Ils ont peur. S'ils reculent, ils savent que les conseils de guerre jugeront ceux qui flanchent. S'ils avancent, ils vont mourir. Parmi eux, l'un des plus grands poètes français, Charles Péguy, 41 ans. Il est lieutenant. Il meurt d'une balle en plein front. Chrétien social et patriote, il avait écrit ces vers. Heureux ceux qui sont morts pour une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés, heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. L'artillerie française se révèle très efficace grâce au fameux canon de 75 au tir rapide, 20 coups à la minute. D'où une énorme consommation d'obus. Leur production va atteindre des chiffres astronomiques, 100 000 par jour, 200 millions d'obus de 75 dans toute la guerre. Et il faudra embaucher les femmes qui vont souffrir. Le 9 septembre, après 3 jours de combat, Français et Britanniques sont vainqueurs, mais au prix d'une hécatombe. L'historien Marc Bloch, alors sergent, écrit « Une jambe détachée d'un corps est isolée et presque ridicule dans l'horreur. Une odeur infecte soulève le cœur. » Les combats ont fait 200 000 tués ou blessés du côté français, autant du côté allemand. Les jeunes filles dites de bonne famille s'engagent comme infirmières. Appelées les anges blancs, elles passent brutalement du confort douillet de la vie adolescente aux cris de douleur des jeunes hommes abîmés, toujours dans cette odeur insupportable de sang, d'éther, de gangrène. Le nombre inouï de blessés et de morts n'arrête pas les grands chefs. Joffre,
décore les soldats des colonies. Il proclame. Leurs pertes cruelles mais glorieuses en témoignent. Les tirailleurs indigènes ont fait d'une façon admirable leur devoir. Étrangement, l'immensité du carnage n'atteint pas le patriotisme des combattants et leur fait penser au contraire que la guerre peut s'arrêter. Le soldat Pierre Bringuier écrit à sa femme « Je ne désespère pas d'être de retour dans le courant de novembre. Il me semble difficile que les nations engagées puissent prolonger plus longtemps le formidable effort qu'elles fournissent actuellement. » Les Français ont fait 25 000 prisonniers allemands et les filment comme le signe de leur victoire, ce que font tous les belligérants. Les soldats français les regardent avec une curiosité, mais les deux aiment. Le soldat Henri Despérières, 21 ans, de Toulouse, dit « C'est la première fois que je les vois de près. J'ai des cartouches qui me pèsent. Je voudrais bien les coller dans le ventre de ces Prussiens. » Mais les prisonniers seront assez bien traités dans les deux camps. Le Comité international de la Croix-Rouge crée à Genève l'Agence des prisonniers de guerre qui transmettra 10 milliards de lettres et de colis pendant tout le conflit. Les Français ont droit à un bref repos. Le colonel, le père du régiment, vient montrer sa sollicitude aux survivants. « La soupe est bonne, soldat ?» C'est la phrase consacrée. Ils ont sauvé Paris. Mais un jeune officier de cavalerie, René Chambe, écrit « La Marne, bataille gagnée, victoire perdue. » Français et Britanniques laissent échapper les Allemands vers le nord de la France dans une série de mouvements tournants appelés la course à la mer. Pendant ces 3 mois d'affrontement, d'autres unités allemandes achèvent leur conquête de la Belgique. Les militaires allemands s'efforcent de séduire les populations. Mais très vite, les rapines et les réquisitions affameront les Belges. Parmi ces soldats, un obscur peintre autrichien engagé dans l'armée allemande. Adolf Hitler, 25 ans. Il restera marqué par l'enfer des Flandres. Dans son livre, Mein Kampf, Hitler écrit « Le romantisme du combat fit place à l'épouvante. Pendant 4 ans, les Britanniques ne lâcheront pas le secteur d'Ypres. Ce lambeau de Belgique ne doit pas être abandonné. C'est la volonté du roi des Belges, Albert Ier, que le roi d'Angleterre, George V, vient soutenir. » Parmi ces survivants de l'armée belge, un médecin, le major Deauville, écrit « Tenir est un commandement de Dieu, même si la mort fait ses ravages. » Ypres, dernier bastion britannique au nord. Ypres, tombeau de milliers de Canadiens dans les faubourgs de Passchendaele. Les Britanniques doivent former dans le sud de l'Angleterre de plus en plus d'hommes.
surtout des Canadiens anglophones ou francophones, tous volontaires, tous dans le même uniforme et tous sujets de Sa Majesté. Le roi George V pose son regard si bleu sur ces hommes. Ils ont l'âge de son fils aîné qui sert dans la Royal Navy. Ce qui angoisse le roi et la reine Mary, malgré son sourire de circonstance. Les Canadiens vont monter au front. Sont-ils prêts à faire la guerre ? Le soldat québécois Claudius Corneloup écrit « Nos soldats entrevoient les longues misères sans les discuter, sans même comprendre que sur chaque visage, ils devineront une pénible angoisse. Ils vont soudainement être transportés dans le lugubre décor des grandes calamités. » Octobre 1914. Les Allemands, bien décidés à garder leur conquête, entreprennent de creuser ou de faire creuser par des civils un véritable réseau de fortifications dans la terre des Flandres, grasse et argileuse, qui retient l'eau. Dans une région volontairement inondée par les Belges, qui ont eux-mêmes ouvert leurs digues. Les Allemands cherchent à rendre vivables ces termitières. L'hiver qui vient les transformera en caveaux glacés. En face, les Britanniques s'enterrent, eux aussi. Ils vont tenir le front des Flandres, désormais stabilisé. La guerre de mouvement fait place à la guerre de position. Le soldat Corneloup n'est pas content. Il dit « À quoi ça a servi d'avoir été entraînés à courir dans les champs pour devenir des terrassiers ? Plus au sud, les Français se contentent de creuser des trous de combat plus ou moins reliés entre eux. Le commandement n'envisage pas que les armées s'installent dans des tranchées organisées pour la défensive. Les hommes savent que leur chef ne pense qu'à l'offensive. Il faut chasser les Allemands des 10 départements qu'ils occupent, derrière ce qui est maintenant une ligne de tranchées d'une longueur de 700 km, de la mer du Nord à la frontière suisse. Les Français observent les tranchées ennemies grâce à des dispositifs parfois dangereux pour les courageux officiers de réglage d'artillerie. Hiver 1914. Joffre,
lancent de grandes offensives qui se brisent sur les mitrailleuses allemandes. Des offensives destinées à soulager l'allié russe. Elles vont tuer ou blesser 100 000 hommes. 20 000 morts pour conquérir un sommet perdu d'une montagne oubliée. Il y a tellement de veuves. Déjà. Hébété, inconsolable de perdre un mari de 20 ans quand on a un enfant de 20 mois. Le jour de la Toussaint, le pape Benoît XV s'adresse au monde. Il dit « Cette guerre est le suicide de l'Europe. Il ne semble pas y avoir de limite aux destructions et aux massacres. Jour après jour, du sang frais coule sur la terre. En face de ce crime insensé, je vous le répète, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Ces paroles du pape sont-elles entendues ? Il y aura des fraternisations spontanées sur le front, comme le montrent ces photos très rares. Ceux qui figurent dessus risquent leur peau pour trahison. Nul ne sait ce qui est arrivé à ces hommes. Leur élan a été vite brisé. Les dirigeants sont restés sourds et aveugles. Le pouvoir militaire, déjà très puissant depuis le début de la guerre, tente à prendre le pas sur le pouvoir politique. Malgré les centaines de milliers de morts et de blessés, le conflit s'étend. La guerre s'exporte. En Afrique, Français, Anglais et Belges attaquent les colonies allemandes du Togo, du Cameroun, du Tanganyika, du Rwanda et de la Namibie pour élargir leur domaine colonial et s'approprier les matières premières indispensables à l'industrie de guerre. Des images rares de populations jusque-là laissées à peu près tranquilles, qui se retrouvent enrôlées, au fouet, comme ici à Zanzibar, colonie allemande. Trompés par le prestige de l'uniforme ou d'une maigre solde, les soldats africains se battront avec loyauté et courage dans des conditions terribles pour tous les combattants. « 100 000 Africains et 30 000 Européens laissent leur vie dans les combats féroces ou victimes de maladies comme la dysenterie, la typhoïde et surtout le paludisme. » En Asie, le Japon, pour honorer son traité d'alliance avec la Grande-Bretagne, est entré dès le début en guerre contre l'Allemagne. Les Japonais en profitent pour faire main basse sur l'enclave allemande en Chine. Le port de Tsingtao, où les Allemands avaient installé une brasserie et produit une bière restée célèbre. Le Japon, en pleine ascension économique et militaire, démontre sa supériorité en pilonnant 7 jours d'affilée les défenses allemandes qui s'effondrent. Une fois conquise Tsingtao et sa bière, les Japonais peuvent songer à étendre leur domination sur toute la Chine. Alors qu'en Europe, la guerre s'enlise, le conflit s'étend au Moyen-Orient.
Le 23 novembre 1914 à Jérusalem, alors une ville de l'Empire turc, appelée l'Empire ottoman, les muezzins appellent à la guerre sainte pour rallier les musulmans contre les Français, les Britanniques et les Russes. Désormais dans le camp allemand, l'Empire ottoman occupe une place stratégique. Autour de Sainte-Sophie, cathédrale devenue mosquée, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, commande le passage entre la Méditerranée et la mer Noire. L'Empire ottoman s'étire jusqu'au golfe Persique et menace le canal de Suez, artère vitale pour l'Empire britannique et le front ouest. Le souverain ottoman est le sultan Mehmed V, 72 ans, recevant ici le Kaiser, l'empereur Guillaume II. Guillaume II s'est inquiété des manœuvres diplomatiques britanniques qui avaient tenté d'acheter l'alliance turque. Les Allemands ont surenchéri. Le sultan n'a plus que l'ombre du pouvoir, qui est passé aux mains d'une organisation nationaliste, les Jeunes Turcs, dont le chef Enver Pacha, 33 ans, est l'homme fort du pays. Éduqué en Allemagne, il est à la tête d'une armée d'1 million d'hommes, entraînés et encadrés par les Allemands, qui comptent sur les Turcs pour soulager leur front avec les Russes. Enver Pacha décide d'attaquer la Russie, l'ennemi héréditaire, par le Caucase, région frontalière peuplée de musulmans qui pourrait se soulever avec l'appel à la guerre sainte. Les Turcs sont de redoutables combattants. Ils se sont déjà affrontés aux Russes, qui tiennent les cols et qui cherchent à attirer leur ennemi vers les sommets. Pendant l'une des guerres contre les Turcs, un général russe avait dit « Le Caucase est une forteresse, et seul un fou tenterait de l'escalader. » Enver Pacha est-il fou? Le 22 décembre 1914, malgré l'hiver, il lance les forces de l'Empire ottoman à l'assaut de la montagne de Sarikamish. Vaincus, les 70 000 soldats de la 3e armée turque vont mourir de froid ou achevés dans leur retraite par les Russes. Aucun musulman, ni en Russie, ni chez ses alliés, ne s'est soulevé pour la guerre sainte. Le parti au pouvoir, les Jeunes Turcs et Enver Pacha ont besoin de coupables. Ils désignent les Arméniens chrétiens. Le ministre de l'Intérieur turc rédige un ordre génocidaire. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens de Turquie. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place. Les Turcs pendent les intellectuels et les notables. Ils s'approprient leurs biens. Leurs femmes ou leurs filles sont violées avant d'être tuées. Les Arméniens qui ont survécu au premier massacre sont dirigés par les Turcs vers des camps dans le désert de Syrie, à 1000 km. Épuisés, battus, sans vivre et sans eau, ils mourront sur la route.
Plus d'1 million d'êtres humains sont ainsi assassinés. Pour les Turcs, la guerre continue. Le 15 mars 1915, une flotte britannique et française tente de forcer le détroit des Dardanelles pour prendre Constantinople et empêcher la Bulgarie d'entrer dans la guerre aux côtés des empires allemands et ottomans. Sur la côte, les Turcs ont des canons puissants et mobiles et des mines sous-marines. Ils coulent 3 cuirassés, ils en endommagent 7 autres. 10 bâtiments de guerre anglais et français hors de combat sur les 18 engagés. Winston Churchill, alors ministre de la Marine, avait eu l'idée de cette opération. C'est un échec qui lui coûte son poste. Mais les responsables sont les amiraux, les généraux, leur mépris, leur méconnaissance des Turcs. Ce qui les entraîne à lancer 1 mois plus tard un débarquement sur les côtes de Turquie, à Gallipoli, pour s'emparer des batteries ennemies. Le 25 avril 1915, les soldats australiens et néo-zélandais débarquent avec des contingents britanniques et français. Ils sont jetés sur des plages étroites, au pied de falaises. En haut, les Turcs leur tirent dessus. Les Turcs, armés et conseillés par les Allemands, sont commandés par des officiers énergiques comme Mustafa Kemal, futur maître et modernisateur de la Turquie. Les troupes alliées, clouées sur place, vivent des mois de calvaire. Le correspondant de guerre anglais, Ellis Ashmead Bartlett, du Daily Telegraph de Londres, écrit « C'est le plus grand fiasco militaire de notre histoire. Il est dû à nos généraux qui n'avaient pas de carte, aucune idée du terrain et qui n'avaient pas prévu de ravitaillement des troupes. Les Australiens n'ont rien à boire sous un soleil de plomb. Plus tard, les mêmes hommes, amaigris, fiévreux, sont filmés par le même journaliste, avec sa caméra personnelle. Ils savent que 150 000 hommes seront tués ou blessés pour rien. La Bulgarie basculera du côté allemand. Les détroits seront toujours aux mains des Turcs. Le journaliste du Daily Telegraph s'adresse directement au chef du gouvernement britannique en provoquant un scandale. Il écrit « Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas sûr que vous sachiez la vérité sur la situation et jusqu'à quel point les généraux vous donnent des informations. Ici, à Gallipoli, nous dilapidons une grande partie de la fortune du royaume sans aucun bénéfice stratégique. Cette expédition futile ruine tout espoir d'affaiblir la colossale puissance militaire allemande. » En avril 1915, la puissance allemande, incarnée par le vainqueur de la Prusse orientale, l'imposant maréchal von Hindenburg, a pourtant ses limites. L'opinion publique commence à trouver insupportable le nombre des morts et des blessés. En avril, le Congrès des femmes pour la paix, réuni aux Pays-Bas neutres, demande l'arrêt immédiat des hostilités. Mais c'est le contraire qui se passe. Le conflit s'étend encore.
L'Italie entre dans la guerre le 23 mai 1915. Au début, elle faisait partie de l'alliance avec l'Allemagne, tout en restant neutre. Britanniques et Français lui promettent de récupérer les villes de Trente et de Trieste, encore en territoire autrichien. L'Italie change de camp. Une ferveur patriotique anti-autrichienne porte les Italiens, abreuvés des vers grandiloquents du poète nationaliste Gabriele D'Annunzio. Vous êtes les étincelles impétueuses du feu sacré. Que toutes les voix soient un seul cri de flamme. Italia, Italia. Mais pour ces jeunes Italiens, le calvaire commence. La guerre de montagne. En France, le front est bloqué par la guerre des tranchées, ponctué d'attaques coûteuses et inutiles. Le soldat Charles Gaillard écrit « Ici le moral est très mauvais. On commence à en avoir assez de se battre sans avancer. Et le paysan pense à sa vache, qui est mieux couchée que lui. » L'ennemi est derrière la longue ligne de barbelés qui s'étend à l'infini. Face à cette impasse, les Allemands décident de porter un grand coup à l'est, vers la partie de la Pologne appartenant alors à la Russie. Certain de son succès, le nouveau commandant en chef allemand, le général von Falkenhayn, a autorisé un journaliste américain, Wilbur Dorborough, 33 ans, à suivre l'armée allemande pendant 6 mois. À bord d'une décapotable américaine de luxe, sous le contrôle d'un guide militaire allemand. Dorborough est manifestement très fier d'avoir obtenu ce scoop. Alors que l'Amérique, toujours neutre, est hostile à l'Allemagne après le torpillage du paquebot anglais Lusitania par un sous-marin allemand le 7 mai 1915, faisant 1500 morts, dont 120 Américains. Les Allemands se justifient en proclamant que le Lusitania transportait des munitions, ce qui n'a été prouvé que longtemps après. Mais l'émotion de l'époque n'empêche pas l'Américain Dorborough d'être au mieux avec les officiers allemands et de filmer avec complaisance le quotidien des soldats du Kaiser, avant l'assaut. Après la victoire allemande en Pologne, Dorborough filme les milliers de prisonniers russes. Il montre des Allemands qui ont capturé une cuisine roulante et apprécient la nourriture des soldats du tsar. Dorborough se met en scène sur le quai de la gare de Varsovie, au milieu des soldats allemands qui fêtent la prise de la ville. Avec un service d'ordre muni de fouets, il filme les Juifs dans leur quartier. Et le défilé des Allemands dans Varsovie, le 4 août 1915. D'autres caméramans de guerre montrent partout la force allemande. Les Zeppelins bombardent Londres pour la première fois dans l'histoire.
les Anglais prennent conscience que le cœur de l'Empire est maintenant vulnérable. Une nouvelle guerre est en marche. La guerre de l'industrie, la guerre de destruction, d'écrasement. Tuer le plus d'êtres humains dans le moins de temps possible. Un déluge d'inventions de plus en plus meurtrières. Des grenades de toutes sortes, des obus de tout calibre. Des recherches scientifiques détournées pour produire des gaz mortels. Comment les hommes vont-ils supporter ce voyage au bout de la nuit? Ce voyage au bout de l'enfer?